Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Mon premier invité a été et est un homme très occupé parce qu'il occupe plusieurs fonctions au sein du gouvernement Legault. Il est ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Il est aussi député de Chambly. Je reçois M. Jean-François Roberge. M. Roberge, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, M. Tremblay, ça me fait plaisir. Bon, si vous êtes un homme qui a fait la manchette au cours des derniers jours en proposant donc un nouveau plan pour l'immigration, en fait, 3 seuils que vous allez étudier au cours des prochaines semaines et des prochains mois, donc des seuils à 25, 35 000 et 45 000. Peut-être nous expliquer un peu comment on en est venu à cet exercice-là, à établir ces 3 plans et pourquoi, justement, avoir proposé de nouveaux seuils d'immigration. Bien, merci. Un peu de contexte, expliquer la séquence un peu. On arrive à la fin d'une planification de 2 ans. Et là, ce que je propose aux Québécois, c'est de se donner plus de prévisibilité, de faire une planification de notre immigration, une planification pluriannuelle sur 4 ans. Donc, l'année 2025 est engagée, mais on planifierait les années 26, 27, 28 et 29 avec une planification qui est double pour la première fois en planifiant l'immigration temporaire et l'immigration permanente. Vous m'avez parlé des seuils d'immigration permanente, donc des gens qui viennent ici pour la vie, soit 25 000 par année, 35 000 ou 45 000. Puis il y a d'autres seuils, je ne veux pas tout mélanger, on parlera tout à l'heure des temporaires, mais on établit ces seuils-là qu'on propose aux Québécois, on va décider ça en octobre, en tenant compte du nombre de personnes qu'on a sur le territoire, qui est très élevé. Vous le voyez peut-être, vous l'avez constaté, vous, puis les spectateurs, les téléspectateurs qui nous écoutent. Il est arrivé vraiment beaucoup de monde dans les dernières années, surtout sous l'égide du gouvernement fédéral. On est passé de 200 000 à 420 000 résidents non permanents dans les 2-3 dernières années. Et en ce moment, bien, il faut tenir compte de ça quand on planifie les permanents. Ouais, vous avez basé, en fait, le seuil sur le fait que il faut avoir aussi une capacité d'accueillir ces gens-là, au niveau du logement, au niveau du travail aussi. Et ça a des frais aussi pour un gouvernement d'accueillir autant de gens. Donc, vous êtes basé un peu sur la capacité d'accueil pour établir ces seuils-là. Exactement. Vous le dites très bien. La capacité d'accueil, c'est d'être capable de loger les gens, de les soigner, de les scolariser, parce que beaucoup de gens arrivent avec des enfants aussi. Puis on le voit en ce moment, là, c'est très difficile d'accéder. Les Québécois paient des taxes et des impôts. Il y a un pacte fiscal, un pacte social. On contribue, mais on veut accéder aux services. En ce moment, c'est difficile, pas seulement à cause de l'arrivée massive de nouveaux arrivants, mais on ne peut pas penser qu'on a 600 000 résidents non permanents, 600 000 personnes de plus, puis penser que ça n'a pas d'impact, notamment pour le logement, vous l'avez bien dit. Dans à peu près toutes les régions du Québec, le taux de disponibilité des logements est très, très bas. Là. On est entre 1,5 et 2 alors que normalement, on dit que c'est équilibré à 3,5 ça a un impact aussi même sur le coût des logements. C'est pas seulement es-tu capable de trouver un logement, c'est combien ça coûte. S'il y a beaucoup de gens qui veulent le même logement... S'il y a de la rareté, évidemment, ça va augmenter. C'est comme ça. Donc, et c'est là où on dit que notre capacité d'accueil n'a pas réellement été respectée dans les dernières années, surtout à cause de l'arrivée de demandeurs d'asile puis d'un programme fédéral qui s'appelle le Programme Mobilité internationale. Et on demande vraiment à Ottawa de diminuer de 420 000 à 200 000. Donc, c'est quand même une diminution importante, là, 220 000 personnes de moins. Et puis, après ça, on pourra revoir peut-être nos autres seuils éventuellement, mais on doit d'abord s'assurer là, de juguler ce que j'appelle la crise en ce moment. J'aimerais, en tout cas, j'aimerais ça qu'on fasse cette comparaison-là, parce qu'il y a des gens qui vont dire que le Québec pourrait en faire plus. Mais qu'est-ce qui se fait ailleurs? Si on compare ce que le Québec fait avec les autres provinces, c'est quoi la situation? Bien, en fait, c'est très bien ce que vous dites. En fait, on en fait déjà plus que tout le monde, beaucoup plus que notre part. On reçoit, par exemple, pour les demandeurs d'asile, on reçoit entre 35 et 45 des demandeurs d'asile de tout le Canada. On est 22 de la population canadienne, donc on reçoit pratiquement le double du nombre de demandeurs d'asile qu'on devrait recevoir. C'est pour ça qu'on a dit à Ottawa là, de resserrer d'abord à l'entrée, puis d'avoir une répartition des gens sur le territoire. On s'est fait entendre quand on a demandé la fermeture du chemin Roxham, qui était réellement une autoroute pour l'arrivée de nouvelles personnes. Et là, je vous dirais qu'on s'est fait entendre pour ce qui est de resserrer l'entrée suite à des négociations. Le fédéral a ramené des visas pour les gens qui arrivent de l'Inde, qui arrivent du Mexique. Ils ont déposé un projet de loi il y a maintenant 2 semaines pour resserrer aussi l'arrivée de demandeurs d'asile. Donc,
C'est pas vrai ce que disent certains qui prétendent qu'on se fait jamais entendre, mais on veut des résultats. On veut des résultats. C'est important pour les Québécois, pour le tissu social, l'économie, le logement, les services, puis je vais dire aussi notre identité puis notre langue. Ouais. Ça fait partie d'un dossier que vous avez géré sur Oui. l'intégration nationale. Oui. Ça fait partie de ça. Mais pour revenir un peu à l'immigration, bon, là, il y a eu un changement de gouvernement. Je sais que les relations n'ont pas été très faciles avec l'ancien gouvernement Trudeau. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça va s'améliorer avec les gens en place, avec le nouveau gouvernement, celui de Mark Carney? Je vais laisser la chance aux coureurs. Je vois quand même un changement de ton entre le gouvernement Trudeau puis le gouvernement Carney. Je pense qu'ils sont beaucoup plus pragmatiques, plus réalistes. Comme je dis, déjà, le fait qu'ils aient déposé en moins d'un mois un projet de loi pour resserrer le contrôle des frontières, resserrer le flot de demandeurs d'asile qui arrivent, je pense que c'est de bon augure. Maintenant, on a d'autres demandes. On verra dans quelle mesure ils embarquent dans la danse, mais c'est quand même de bon augure. On voit qu'il y a un changement de ton. Puis c'est pas parce que le Québec ne veut pas faire sa part. Là. On va continuer de recevoir des nouveaux arrivants, on va continuer de recevoir des réfugiés, des gens qui fuient la misère, mais en fonction de notre capacité d'accueil. Il faut être raisonnable. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même des inquiétudes, je le mentionnais. Il y a la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu, notamment, là, qui s'inquiète de la décision, là, en fait, sur les seuils d'immigration. Je vais lire le communiqué. Là. En fait, c'est ici, la région, en fait, accueille beaucoup d'immigrants pour travailler, des immigrants temporaires qui remplissent des besoins en main-d'œuvre. On craint que les nouveaux seuils que vous allez amener ici au Québec empêchent justement une partie de cette main-d'œuvre-là de travailler au Québec. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, c'est pas du tout l'intention. D'abord, c'est compliqué en immigration, il y a plein de programmes. C'est partagé, Québec, Ottawa. Mais si je vulgarise un peu, là, au Québec, on a un programme de travailleurs étrangers temporaires. Il y en a 72 000 sur le territoire québécois en ce moment. Je ne compte pas les gens qui travaillent dans les champs là, qui arrivent et qui repartent. Là. Il y a 72 000 temporaires qui sont ici de manière permanente, là, c'est-à-dire qui sont ici à l'année. Ouais. Le gouvernement fédéral est arrivé en septembre dernier dans notre programme de temporaire. Il est venu imposer des limites mur à mur. Et ça a touché, il a traité là, la RMR de Montréal, donc ça se rend jusqu'ici. En fait, ils ont inclus le Haut-Richelieu dans la région de Montréal, alors que c'est une autre réalité. C'est une autre réalité complètement. Ils sont venus plafonner le nombre de personnes, de travailleurs temporaires qui peuvent être dans nos manufactures, dans nos usines, jusqu'à un maximum de 10 % J'ai rencontré plusieurs industriels qui étaient fâchés. Je comprends pourquoi, parce qu'il n'y avait pas de prévisibilité. Puis ils qualifient les gens de bas salaire quand on gagne 30 de l'heure. C'est quand même pas un mauvais salaire à 30 de l'heure. Et c'était vraiment mur à mur. Considéré, je ne sais pas trop, moi, le centre-ville de Montréal, de la même manière que Amos, Val-d'Or, puis Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un petit peu maladroit. On leur a demandé très, très clairement de dire qu'il faut concentrer les réductions à Montréal et à Laval. D'accord? Puis on leur a dit, là, notre programme de travailleurs étrangers temporaires doit servir à combler des pénuries, surtout de manufacturiers, surtout à l'extérieur de Montréal et Laval. Donc, on espère qu'ils vont ajuster leur programme. Là, la demande est faite, elle est claire. Donc, je vais envoyer ce message-là aux gens d'affaires puis à la Chambre de commerce. Une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas non plus, quand même, au nom de l'économie de marché, accueillir plein de gens qu'on n'est pas capable de loger, de soigner, de servir, de scolariser. Donc, il y a un équilibre à prendre en compte. Et je pense qu'on l'a, cet équilibre-là. On tient compte de tout ça. Et il ne faut pas penser que l'arrivée incontrôlée de migrants temporaires, c'est une solution à la pénurie de main-d'œuvre. Si ça marchait, on le saurait, parce qu'on en a reçu tellement dans les dernières années. Donc oui à des travailleurs temporaires à l'extérieur de Montréal et Laval, bien sûr, mais je dirais en nombre contrôlé raisonnable. Bon, en fait, pour conclure ce dossier-là, vous l'avez mentionné en conférence de presse, en fait, c'est Ottawa qui devra faire sa part pour ce contrôle-là parce que, comme vous l'avez mentionné, le gouvernement actuellement en accueille beaucoup plus que la capacité du Québec ou même des autres provinces peuvent faire à ce niveau-là, au niveau de l'accueil. C'est ça. Puis dans notre cours à nous, on a 2 programmes pour lesquels on veut de légères réductions. Nos travailleurs étrangers temporaires, qu'Ottawa, je dirais, a malmené un peu, mais des réductions ciblées à Montréal-Laval. Et nos étudiants internationaux qui arrivent ici au Québec aussi, on veut une réduction, passer d'autour de 130 000 à 110 000
sur un délai de 4 ans, puis en tenant compte des programmes dans les régions, on est capable de faire ça de manière raisonnable. Mais comme on dit, il ne faut pas couper dans l'os, il faut couper dans le gras, puis le gras, bien, il est à Ottawa. Donc, ces propositions-là vont être étudiées là, au cours de l'automne, je crois. Exactement. La consultation est lancée, les documents sont en ligne. On va écouter les gens, puis on va trancher quelque part au mois d'octobre. Bon. Avant de parler au député de Chambly, autre question pour le ministre. Vous avez également adopté une loi sur l'intégration nationale. Peut-être nous en expliquer un peu, parce que ça touche vraiment la culture, la langue ici au Québec. Effectivement. Là, on oublie les chiffres, Ouais. puis on parle des gens. Et c'est ça qu'on veut, hein, parce que chaque immigrant, c'est une personne. On ne parle pas d'un produit, mais on parle d'humains. Les gens qui arrivent ici doivent savoir, avant d'arriver, c'est quoi le contexte. Et avec notre loi sur l'intégration nationale qu'on a adoptée, sanctionnée, bien, enfin, pour la première fois dans notre histoire, on établit c'est quoi notre contrat social, puis on va le diffuser à la grandeur de la planète pour les gens qui seraient intéressés à venir vivre au Québec. Mais il faut qu'ils sachent que s'ils arrivent ici, ça se passe en français. Ils n'arrivent pas au Canada, ils arrivent au Québec. On est une société distincte. Ici, on a une seule langue commune, une seule langue officielle. Et quand ils arrivent ici, ils doivent accepter de s'intégrer à la nation. Ils doivent accepter nos valeurs. Ils doivent savoir qu'on n'est pas dans le multiculturalisme canadien où chaque personne est invitée à seulement conserver sa langue, sa culture. Ici, on veut de la diversité, mais on veut aussi de la mixité. On veut se connaître. On ne veut pas cohabiter, on veut vivre ensemble. C'est un modèle qui est complètement distinct, qui est fondamentalement québécois, mais qui reposait sur aucune loi, sur aucune politique. Il y avait, je dirais, il n'y avait pas de cohérence gouvernementale dans tous les ministères, pas seulement en immigration, dans toutes les municipalités. Donc, on vient clarifier ça, puis dire que, bien, au Québec, oui, ça se passe en français, mais pas seulement ça. Notre parcours historique, nos valeurs, notre culture doivent être partagées. Puis les gens sont invités à y contribuer. Certains disent « Ah, c'est de l'assimilation ». Attention, si c'était de l'assimilation, on dirait « Laisse ton identité à l'aéroport ». Mais c'est pas ça qu'on dit. On dit une fois que vous connaissez le Québec, bien, apportez votre couleur, contribuez à la culture québécoise parce qu'on est intéressé à ce que vous apportez. C'est ça la nuance. Oui, c'est ça. Donc, dernière question au ministre. Là, il y a également la loi sur l'affichage qui est entrée en vigueur, je pense, le 1er juin. Oui. Comment ça se passe sur le terrain? Bien, de mieux en mieux. Beaucoup de gens, je vous dirais, rattrapent. Par exemple, beaucoup de grandes bannières ne sont pas encore complètement conformes, mais ont pris des ententes avec l'Office québécois de langue française, puis disent, bien voilà, très, très bien, j'ai fait afficher le nouveau design pour être sûr d'avoir une nette prédominance du français. C'est la loi qu'on va voter en 2022, la loi 96, là, qui définit qu'on a une seule langue officielle et commune, c'est le français. Bien, on dit qu'à partir de... On a voté en 2022, on a dit à partir de juin 2025, il faudrait qu'il y ait une nette prédominance, ça veut dire 2 fois plus de français que d'anglais, même en comptant le nom du magasin qui, lui, peut être un nom anglophone ou d'une autre langue. Donc, par exemple, Bulk Barn, là, avec des magasins d'aliments en vrac, mais ils ont déjà revu, eux autres, ils ont réussi, tout est fait, ils sont à jour, ils ont revu leur affichage, ils ont rajouté un slogan, mais les grandes bannières sont embarquées. Là. Écoutez, Canadian Tire, Home Depot, Best Buy, Subway, tout le monde embarque. Les petits commerçants aussi doivent le faire, et ça inclut les centres d'achat. Hein. À l'intérieur des centres d'achat, l'artère commerciale, c'est là où les gens marchent. Bien, il faut que quand on circule, il y ait plus de français que de toute autre langue. C'est important. OK. Puis ça n'inclut pas le Go Abs Go. Hein? Bravo le Go Abs Go, ça, c'est Bravo autre chose. Ça, c'est patrimonial. Oui, voilà. Puis on a le droit de le scander fièrement. Puis l'an prochain, c'est la coupe. Exactement, voilà. C'était mon petit côté sportif. Bon. Maintenant, je vais parler aux députés parce que, il y a quelques heures à peine, vous avez annoncé les détails là, de la course du député qui aura lieu en septembre. Peut-être nous en parler un peu. Oui, bien, c'est le 14 septembre qu'on va faire la 10e édition. C'est quand même quelque chose, la 10e édition de la course du député. On dit que c'est une course, là, mais il y a un parcours de 1 km marche, accessible à tout le monde. Ma mère de 80 ans vient la faire chaque année. On la fait à la vitesse qu'on veut. Une petite course, un petit jogging de 1 km, puis un autre de 5 km. On le fait pour les clubs sportifs. Donc, tout le monde peut venir, tout le monde peut s'inscrire, peu importe l'âge. Et les fonds qui sont ramassés retournent, par exemple, au club de soccer, club de baseball, club de ringuette, etc. Ça rend le sport plus accessible à notre jeunesse. Et puis, on a notre porte-parole, Philippe Laprise, qui est encore avec nous, qui est sur place. C'est festif. On a une zone que j'appelle tout en couleur. Là, on lance de la poudre de couleur pour ceux qui veulent. C'est une belle fête. Et puis, on remet l'argent. On a remis 83 000
Quand même, 83 000 à la communauté depuis le début. J'espère qu'on va atteindre le 100 000 cette année. On vous le souhaite. Ça va se passer où à Chambly exactement? Ce sera à Chambly cette année, effectivement, parce que d'une année à l'autre, des fois, je vais dans d'autres villes du comté. Cette année, c'est Chambly, 14 septembre. Ça se passe au Parc des Ateliers, donc tout près de l'Écluse, juste à côté de l'Écluse, sur le bord du canal. C'est magnifique. On va courir sur le bord de l'eau. Bon. Je vais parler d'un dossier. On va essayer de glisser un mot sur la Maison des aînés alternative qu'on a parlé de toute façon ici la semaine dernière. Mais j'aimerais qu'on fasse le point là, sur l'école secondaire de Chambly. Où on en est exactement dans ce dossier-là? Parce que je pense que la première phase a été réalisée, mais on en est à la deuxième phase. Peut-être faire le point là-dessus. Oui, bien pendant trop longtemps, on avait une école secondaire qui avait seulement secondaire 1, 2, 3. Puis les jeunes devaient aller terminer secondaire 4 et 5 à l'école du Mont-Bruno, à Saint-Bruno. Ça rendait notre école secondaire à Chambly vraiment moins attractive. Plusieurs choisissaient de faire des parcours à l'extérieur parce qu'ils voulaient faire leur parcours au complet dans la même école. Donc, c'était un enjeu. Puis aussi, en devant se rendre à Saint-Bruno, les autobus partaient très, très, très tôt. Là. Les ados, là, à 14-15 ans, là, c'est comme des marmottes. Là. Ça veut dormir. Il faut respecter ça. Donc, on a passé par là comme là, on a choisi de se construire, de se donner une vraie école. Elle est construite. Le nouveau pavillon est magnifique. C'est les nouveaux standards qu'on appelle la nouvelle génération d'écoles. Par contre, maintenant, il faut rénover l'ancienne section pour avoir réellement, avec 2 pavillons, une belle école flambant neuve. Là, on a débloqué le dernier montant qui manquait 30 millions quand même. Ouais. Cet argent-là, maintenant, est disponible et les travaux vont être lancés, je pense, cet été. Bon. Dans l'intervalle, il y a des élèves du secondaire 1 qui vont aller à l'école juste à côté, l'école du Boisier à Carignan. Parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde dans un seul pavillon. La preuve, c'est qu'on a besoin de 2 pavillons. Oh, exact. Donc, une petite année de transition, puis après, tout le monde sera dans la même belle et grande école. Bon, parfait. Bon, on en a parlé la semaine dernière, donc l'inauguration de cette maison des aînés alternative. Il y en a une quarantaine au Québec. C'est la première dans la région Montérégie-Centre. Vous étiez à l'inauguration. C'est un très beau projet, ça, pour les personnes aînées, mais aussi pour les gens qui ont besoin d'aide particulière, justement. C'est ça. Je trouve ça intéressant que vous l'ameniez, les gens qui ont besoin d'aide particulière, parce qu'on associe Maison des aînés à solutions de remplacement au vieux modèle des CHSLD, qui d'ailleurs sont quand même en train de se convertir sur le modèle. OK? Il faut améliorer les choses. Et je parlais avec la ministre Bélanger, là, qui me dit qu'elle travaille fort pour moderniser nos CHSLD. Notre maison des aînés est bien construite, mais il y a une section, on dit, et alternative, pour des gens qui sont peut-être pas des aînés, mais qui ont des handicaps, des grandes vulnérabilités, donc qui ont besoin d'un milieu de vie. Ils ne vont pas là passer 2 semaines, ça devient leur milieu de vie, mais c'est adapté à eux. Et certains ont quand même une bonne autonomie. Et ces nouveaux modèles, c'est magnifique. On prend soin des gens. C'est éclairé. C'est par le concept des maisonnées. Donc, des gens qui apprennent à se connaître avec une petite cuisine, une espèce de grand salon. Quand on dit que c'est un milieu de vie, c'est pas des blagues. Là. Les gens, ils passent des années là, dans cet endroit-là. Ce qui est intéressant, c'est que dans le même bâtiment, on a construit un CPE aussi. Qui vont accueillir là, leurs premiers résidents, leurs premiers petits cocos à l'automne. Et on va faire de l'intergénérationnel, permettre à nos aînés de rencontrer les tout-petits et vice-versa. Donc, c'est vraiment un modèle à la fine pointe du développement social. Exactement. Bien, M. Robert, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Passez un très bel été. Vous avez besoin de repos, je pense, parce que vous avez eu une très grosse année, je pense. Merci. Oui, puis on a encore pas mal d'énergie pour la dernière année. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, on fait une pause et on vient tout de suite après. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site Internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, souvent les gens nous demandent quand est-ce qu'on peut vous regarder? Mais là, c'est à partir du mercredi. Mercredi, 19h, on vous fait découvrir des acteurs de l'industrie sportive locale qui se distinguent. Manquez pas ça. Mon prochain invité a été nommé employeur de l'année lors des dernières Mercuriades 2025. Il s'agit de M. Ghislain Sabourin, propriétaire d'Industrie Rainville. M. Sabourin, bonjour.
Bonjour. On vous avait reçu d'ailleurs tout récemment. Là, vous nous aviez annoncé que vous étiez donc finaliste au Mercuriade. Et là, c'est maintenant fait. On voit le trophée que vous avez reçu lors de cette soirée. Là. Qu'est-ce que ça représente, ça, d'avoir été nommé employeur de l'année au Québec? C'est une consécration d'équipe. Mais pour nous autres, c'est la Coupe Stanley. Là. C'est vraiment... moi, je pense que c'est le summum du trophée que tu peux atteindre au niveau de tous les prix que tu peux recevoir, être l'employeur de l'année au Québec sur 66 000 entreprises. C'est notre Coupe Stanley. Là. C'est vraiment... Ouais. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, justement? On en avait parlé lorsque je vous avais reçu il y a quelques mois. Peut-être nous expliquer un peu la philosophie là, derrière votre entreprise et ce qui amène justement là, cette reconnaissance au Mercuriade. Notre culture d'entreprise est basée sur prendre soin de notre équipe. La majorité des entreprises sont basées sur faire du bénéfice pour les actionnaires. Nous, est basée sur prendre soin de notre équipe. Notre équipe prend soin de nos clients et nos clients reviennent et on finit par être rentable. Mais c'est ce qui fait. Puis on a une ambiance de travail qui est vraiment wow. On a vraiment une très, très belle équipe. C'est incroyable l'équipe qu'on a. Est-ce que l'approche avec les employés permet justement aux employés d'être plus heureux, plus conscients de leur travail et comment je dirais ça, amène un bonheur? Parce que je pense que le bonheur au travail, c'est important, là. C'est cette espèce de fraternité à l'intérieur de l'entreprise. Effectivement. Puis une des particularités qui est spéciale, qu'on voit, en fait, je n'ai pas d'études psychologiques, mais ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de personnes en dépression, en maladie du travail, en dépression, en burn-out ou en... Ça fait 10 ans qu'on n'a pas aucun cas. C'est quand même incroyable quand j'ai vu ça, justement, qu'il n'y avait aucun cas. Il peut y en avoir un ou deux pour des raisons spécifiques, mais aucun cas de dépression. Donc, c'est quand même incroyable. Oui, aucun... en fait, je pense que oui, là, parce que 11 % de la population est sujet... C'est un sujet un peu tabou, là. J'avoue que c'est un sujet... mais 11 % de la population québécoise qui était avant la pandémie à risque, puis je pense que depuis la pandémie, ça a juste augmenté, mais chez nous, on réussit à... Le fait que les gens sont épanouis au travail, qu'ils se réalisent dans le métier, on est moins à risque de... Bien, on en a parlé. Vous avez été honoré par la Chambre de commerce, là, par les Mercuriades. Est-ce que ça amène une hausse de l'intérêt pour les travailleurs à travailler chez vous? En tout cas, assurément, mais ça amène aussi une fierté à l'équipe à l'interne. C'est d'abord une consécration d'équipe. Ça amène vraiment une bel esprit d'appartenance à l'équipe. Bon. On va parler un peu en fait, que ce qui nous touche, là, les tarifs douaniers. Vous travaillez dans un secteur qui est touché par ces tarifs douaniers-là. Peut-être nous glisser un mot sur l'impact que ça a sur vos entreprises. Nos quatre entreprises sont fortement impactées par rapport aux tarifs douaniers. 55 % de notre business est aux États-Unis. On a un 10 % qui est sur l'Europe. Ce que ça amène des cancellations de commandes, ça amène une gymnastique, ça amène aussi beaucoup d'incertitudes. En fait, c'est pas le problème, c'est pas le 25 % que là, la semaine passée, il était rendu à 50 % en tout cas, qui menace. Puis on ne sait pas au mois d'octobre, ça va être rendu à comment. Il peut même changer d'avis demain. Une mauvaise partie au golf, puis c'est une mauvaise ronde de golf, puis c'est reparti sur l'autre bord. Mais ça amène, toute l'insécurité amène... une gymnastique incroyable avec nos clients, autant américains. Puis dans la majorité de ces clients-là ne veulent pas nous impacter. On travaille à trouver des solutions, dont un de notre plus gros client dans l'aéronautique qu'on sert de l'usine de Saint-Jean. Ce qu'on fait, c'est qu'il va nous charger, on va y charger de l'entreposage, puis on va facturer les équipements à la dernière seconde qu'ils vont en avoir besoin, selon les tarifs, à quoi ils vont ressembler les tarifs au mois de septembre, au mois d'octobre. Au dernier moment, on va shipper les équipements pour justement s'entraider entre nous autres. Bien, c'est ça. Parce qu'avant l'entrevue, vous disiez que, vous aviez fêté cette victoire-là au Mercurial, mais que dès le lendemain matin, c'est le retour un peu à la réalité de retravailler dans ce contexte-là là, qui n'est pas facile. Exactement. Bien, tu ne peux pas te permettre de passer... En fait, on a fait une parade dans nos usines le lendemain, le mardi, mais il faut rapidement revenir à... Aujourd'hui, les cycles de business sont rapides et les vagues sont fortes. Oui. Lorsqu'on vous a reçu, on a parlé là, de votre objectif d'avoir 300 employés d'ici 2029. Donc, c'est toujours dans les cartons et j'imagine que ça peut juste vous aider à atteindre cet objectif-là, de ce prix-là. Là. C'est mon étoile polaire. Je me lève à tous les matins, à 5 heures à tous les matins, avec un objectif, c'est créer 300 emplois. Mm-hmm.
C'est un rêve qui est si fort que le seul moyen de me l'enlever dans la tête, c'est de le réaliser. C'est sûr que malgré les tarifs, malgré les cycles économiques, malgré la pénurie de main-d'œuvre, mon étoile polaire demeure de créer 300 emplois au Québec. Bon. Pour revenir à la soirée, vous dites que c'est un peu... C'est votre Coupe Stanley, c'est la Coupe Stanley des employeurs. Peut-être nous expliquer un peu comment ça se passe, cette soirée-là. Comment vous avez vécu cette soirée-là où vous avez été honoré? Bien, comment on a vécu? D'abord, j'avais 3 tables. Mes équipes, on représentait 3 tables, puis c'est vraiment une consécration d'équipe. Mon équipe de Saint-Jean était là, mon équipe de direction de Montréal, de Saint-Bruno et de Sorel était là. Puis on a vécu ce moment-là en équipe. Ouais, c'est vraiment une belle soirée. Mais est-ce que vous aviez... je sais que vous étiez quand même optimiste, mais est-ce que vous vous attendiez à vraiment le gagner ou ça a été une très grosse surprise? Je suis mauvais perdant. Je suis vraiment... non. Optimiste, oui. Je me disais, si on se fait battre, c'est parce qu'il y avait une équipe... Mais généralement... Vous étiez confiant? Très. Par contre, généralement, c'est un prix qui est donné à des cabinets, là. Soit des cabinets d'avocats, des cabinets de comptables. Donc, vraiment dans l'industriel, c'est ça? Je ne sais pas, il faudrait remonter à combien d'années avant que c'est un industriel qui ait gagné ça. Généralement, les prix de bonheur au boulot, c'est des boîtes de RH, c'est des boîtes de marketing, des firmes d'assurance. Mais on n'a pas les métiers les plus sexy, mais on a du bonheur au boulot. Bon. Mais je savais que c'est un des avantages, en tout cas, ou d'un désavantage, c'est que ça faisait belle lurette qu'il n'y avait pas eu une entreprise manufacturière qui avait gagné ce prix-là. Bon, en terminant, là, comment vous voyez là, vos entreprises là, pour les prochains mois, les prochaines années? Continuer la croissance, continuer à investir. Je crois fondamentalement qu'on a besoin d'entrepreneurs au Québec. Puis on a besoin Moi, je suis un créateur de richesse. Je crée de la richesse dans ma région. C'est de continuer à se retrousser les manches, même si c'est pas toujours facile, mais de trouver des solutions. On a vraiment du beau monde à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vraiment toute une équipe. Monsieur Sabourin, bravo pour ce prix. C'est vraiment très mérité et c'est quand même là, être choisi employeur de l'année parmi 66 000 entreprises, c'est quand même quelque chose. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci. Ça fait plaisir. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.